webinaire Talent Management, accompagner efficacement les managers et dirigeants en situation sensible. Je vous propose tout de suite, de vous mettre à l'aise, de prendre une petite minute pour, prendre un verre d'eau, mettre, votre téléphone, et autres sources de distraction, en silencieux. Prendre de quoi noter parce que vous allez voir que c'est un webinaire, où je, partage beaucoup d'informations. Donc nous sommes ensemble jusque 13h45. On pourra pousser jusque 14h selon vos questions. Mais en tout cas, 13h45, c'est sûr qu'on les 3 quarts d'heure qui viennent seront, bien remplis. Alors, je vais tout de suite vous proposer qu'on fasse connaissance, hein. Ça sera plus sympathique pour moi de savoir qui est là. Bonjour Valérie, bonjour Franck. Je vais donc vous proposer de faire connaissance en répondant à ces 3 questions. Donc, quelle est votre fonction? Quelles sont vos responsabilités, en matière d'accompagnement des leaders? Est-ce que vous êtes manager de leader? Est-ce que vous êtes RH? Si vous êtes RH, qu'est-ce que vous faites en tant que RH? Et quel est le problème numéro 1 auquel vous êtes confronté, ou qu'est-ce qui vous amène, hein, aujourd'hui, sur quoi repose votre curiosité? Alors, je vous remercie par avance de rédiger votre, réponse, heu, vos réponses pardon, de façon la plus complète possible, de me donner un maximum d'informations et de me donner les réponses à ces 3 questions dans le même message pour, sinon ça va être trop décousu, j'arriverai pas à recomposer, à remettre les choses, en cohérence. Donc je vais vraiment vous demander de répondre à ces 3 questions dans le même message. Donc je vois que vous êtes plusieurs à écrire. Heu, c'est important, hein, pour que je puisse moi, zoomer sur les thèmes qui seront les plus stratégiques pour vous. Donc de bien répondre à ces questions-là. Alors, pendant que vous répondez à ces questions, je vois que quelqu'un écrit. Alors, pendant que vous répondez à ces questions, je vais vous donner une autre information. Je vais proposer, à celles et ceux qui parmi vous, sont en responsabilité sur le développement du leadership ou sur l'accompagnement des managers, c'est-à-dire celles et ceux qui parmi vous sont RH ou dirigeants, eh bien, je vais vous proposer, de réserver un rendez-vous avec moi d'une trentaine de minutes en cliquant sur le bouton situé en haut de mon diaporama. Heu, Ça nous permettra de discuter de façon plus spécifique de la situation qui vous préoccupe, et lors de cet entretien, je pourrais, partager avec vous, mon regard sur votre situation et les pistes, de solutions, que je vous inviterai à explorer. Donc c'est bien volontiers, heu, que je vous offre ce moment. Donc n'hésitez pas à réserver ce rendez-vous si toutefois vous êtes dirigeant ou RH actuellement, en responsabilité, hein. Vous comprendrez pour les autres participants que je ne peux pas, offrir cette opportunité à l'ensemble, des personnes présentes au webinaire parce que voilà, je pense que vous le comprendrez sans problème. Alors je vois que Chloé m'a écrit: «Bonjour, bonjour Chloé, qui est chargée de développement RH. Je m'occupe de la mise en place de formations et de coaching. Pas de problème particulier, mais curieuse d'en apprendre plus sur le sujet». Super, merci Chloé pour votre présence. Franck est DRH dans le BTP. Il souhaite développer la résilience des leaders en période difficile. Vous êtes à la bonne adresse, Franck. Écoutez, si j'ai pas d'autres,
Pour le moment, j'ai pas d'autres, présentations, descriptions, on va avancer, hein, les autres participants à ce webinaire sont évidemment libres de rester, en retrait, heu, pas de souci. Donc vous voyez, typiquement Chloé, si vous souhaitez discuter de vos sujets, je me ferai un plaisir de vous offrir ce rendez-vous, hein. Donc, là, je mets la slide qui correspond à ce que je viens de vous dire et Franck aussi, bien sûr. Alors, je vais commencer, pardon, parce que j'ai mon petit chien qui est derrière, qui risque de faire un petit peu de bruit. Je vais commencer par me présenter rapidement. Alors, j'ai, pour ma part, à l'origine, hein, de formation initiale, je suis psychologue du travail. J'ai une première partie de mon parcours professionnel dans les ressources humaines où j'ai occupé des fonctions, qu'aujourd'hui on nommerait de talent manager, donc en lien avec le recrutement, la gestion des carrières, et la gestion de projets RH sur des périmètres français et internationaux. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 7 ans et j'ai créé mon activité en 2007. Donc je suis, coach de managers et dirigeants depuis maintenant 17 ans. Mon parcours m'a amenée à à développer, plusieurs expertises. La première sur la confiance en soi, puis l'affirmation de soi et le leadership. Comme j'ai été face à des personnes dans des situations de souffrance intense, j'ai été, assez marquée, hein, par l'empreinte que pouvaient avoir sur eux, les contextes toxiques. Donc je me suis intéressée à ce sujet-là et qui m'a amenée à m'intéresser au sujet des personnalités, difficiles, voire toxiques. Et par conséquent, j'ai développé une autre expertise sur comment, se protéger, protéger sa santé mentale, dans des environnements, difficiles, complexes au plan humain, comment préserver sa sérénité et son discernement et comment communiquer efficacement avec des personnalités, complexes, difficiles, voire toxiques. Et puis un petit peu plus tard, je me suis également intéressée à la force mentale, qui est finalement un thème qui regroupe un petit peu les précédents que je viens, d'évoquer. C'est-à-dire comment, finalement, je vais, traverser les hauts et les bas, les changements, les difficultés, les changements de management, enfin voilà, tout ce qui se présente dans une vie professionnelle, et comment, je vais pouvoir traverser l'ensemble de ces événements en me préservant, et en, préservant tant ma sérénité que ma performance, hein. Donc c'est ce que j'ai appelé, l'exécutif force mentale. Heu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets sur cette slide ces expertises, donc leadership personnel, protection psychologique, gestion des personnalités difficiles et toxiques, confiance en soi et résilience. Et finalement, je me suis dit que tout ça, ça correspondait, au périmètre, je dirais, des situations, dites sensibles, qui est un terme que je vais redéfinir tout à l'heure. J'ai également l'honneur, je dirais, d'être intervenante pour l'École polytechnique depuis un peu plus de 6 ans. J'accompagne, les dirigeants dans leur repositionnement professionnel, donc au travers de la prestation d'outplacement, et j'interviens, un peu comme aujourd'hui, mais également en présentiel, sur, des conférences sur les thèmes que je viens d'évoquer. Donc voilà pour moi, j'ai assez parlé de moi, on va parler du sujet qui vous amène aujourd'hui. Je vois que plusieurs personnes nous ont rejointes, donc si vous avez la possibilité de préciser dans la cellule de chat ce que vous faites aujourd'hui, ce qui vous amène, les responsabilités qui sont les vôtres en termes de talent development, ce serait formidable. Ça me permettra d'adapter, le déroulement de ce webinaire. Donc surtout, donnez-moi un maximum d'informations pour que ce webinaire réponde bien, à vos attentes. Alors aujourd'hui, donc l'objectif, ça va être, d'identifier les situations, heu, sensibles. Donc les situations, quelles sont les situations qui doivent vous alerter, qui doivent vous faire réagir en tant que RH, en tant que dirigeant? Comment vous pouvez anticiper, les risques qu'elles présentent? Déjà connaître les risques et les anticiper, et puis, comment intervenir avec, le maximum d'efficacité dans ces situations-là.
Alors évidemment, à tout moment, si vous avez des questions, vraiment je vous invite à les poser dans la cellule de chat. Ça rendra, ce webinaire plus vivant, plus interactif. Voilà, à tout moment, si je vous dis quoi que ce soit qui n'est pas parfaitement clair, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, identifier rapidement les situations sensibles et anticiper les risques. Quelques chiffres, qui interpellent. Le taux de burn-out qui a doublé depuis 2020, donc une augmentation, exponentielle, des burn-out. 44 de salariés, qui se disent en détresse psychologique. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres qui sont à peine croyables. 2/3 des salariés français rencontrent des problèmes de santé mentale liés à leur travail, c'est-à-dire la majorité. Et ce qui va évidemment, amener à un désengagement professionnel pour 70 d'entre eux. Donc là, on est sur des chiffres, issus d'une étude, parue dans Le Monde en 2024. Donc c'est vrai que c'est assez sidérant. J'ai un autre chiffre intéressant à partager avec vous, donc qui apparaît là. 57 des dirigeants estiment que la gestion des personnalités difficiles est l'un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés, avec un impact direct sur leur santé mentale et leur capacité à maintenir leur productivité, selon le CIPD, en 2021. Donc c'est affolant, c'est normalement ça devrait, choquer, ces chiffres-là devraient choquer et amener une action, des cellules de crise dans les DRH, si vous voulez, avoir mon avis sur la question, pour s'emparer, du sujet, en priorité absolue. Alors, qu'est-ce qu'une situation sensible? Déjà, je vais vous partager, ce que moi je mets, derrière ce terme. Donc ce que je mets derrière ce terme, c'est une situation qui présente des risques pour le bien-être et la santé mentale, hein. On va parler de QVT, RPS, l'engagement et la performance globale de l'organisation. Donc on est sur un champ qui est un petit peu plus large que, les RPS, hein, on va dire, l'idée c'est d'intervenir un petit peu en amont. Et je vais rentrer je vais vous donner des exemples concrets. Alors, quelles sont les principales, situations, sensibles, hein, qu'on va rencontrer? Évidemment, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous donner des éléments de repère. Lorsqu'il y a des conflits, hein, naturellement, lorsqu'il y a des relations qui sont vécues comme toxiques, par les personnes, voire harcelantes, lorsqu'il y a des enjeux particulièrement forts à un moment donné, qui induisent, une pression, lorsqu'on doit travailler avec des personnalités, difficiles, qu'elles soient en interne ou en externe, hein. Des clients difficiles, hein, ça peut être le cas aussi. Lorsque, les personnes subissent une mobilité, c'est-à-dire dans des contextes de mobilité subie, individuellement, hein. Ça peut être pour une personne qui est repositionnée, malgré sa volonté, ou ça peut être aussi pour dans le cadre de réorganisation où il faut, repositionner de façon collective, les collaborateurs. Ça peut être une nouvelle direction, une migration, applicative avec un nouveau système d'information. Donc, ces changements-là, il faut veiller à les accompagner, aussi pour que, le niveau d'inconfort, hein, vécu ne se transforme pas en souffrance, délétère. Et puis, alors retour après un burn-out, on peut considérer que c'est anecdotique, mais c'est des moments aussi où quand les gens ont eu un arrêt maladie, pour des raisons, je dirais, psychologiques,
Et d'ailleurs, pourquoi pas également pour des raisons physiques, mais surtout pour des raisons psychologiques, c'est important peut-être parfois d'accompagner, la reprise d'activité. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Quels sont les risques principaux? Alors, on va avoir, comme je l'ai déjà évoqué, hein, il y a un instant, des risques d'impact sur la qualité de vie au travail, le bien-être, voire la santé mentale, donc on va être dans le champ des risques psychosociaux, l'absentéisme, accru, le turnover élevé, la perte de talent, ce qui est un vrai sujet, en ce moment, hein, parce qu'il y a quand même des marchés, sous tension, donc il faut faire extrêmement attention à pas perdre les talents qui sont évidemment les plus employables à l'externe et qui seront du coup les premiers à partir. Attention également à la dégradation du climat social et ce qui peut amener à des contentieux, juridiques. Ça crée aussi une culture, hein, de contentieux où, un contentieux peut, en amener, en encourager d'autres. Heu, alors bien sûr, ça peut induire une perte de confiance dans la hiérarchie, une perte de confiance dans les personnes en responsabilité, hein, que ce soit les directions des ressources humaines ou les directions opérationnelles. Et ce qui va évidemment, amener, du désengagement, et dégradation de la réputation, du service, voire de l'entreprise tout entière à l'extérieur. Donc bien sûr un impact sur la marque employeur avec toutes les conséquences que vous imaginez bien. Heu, alors quels sont les signaux d'alerte en réalité? Déjà, ce qui doit vous alerter, ça va être des signaux, qui témoignent de la détérioration de la santé mentale. Donc, on va avoir des symptômes émotionnels, donc stress, anxiété, irritabilité, perte de confiance en soi, baisse de motivation. Comment les percevoir? Eh bien, pour cela, il convient de s'entretenir, à échéance régulière avec, les personnes, pour ça, pour prendre la température. Donc, c'est plutôt effectivement le rôle des managers, mais bon, en tout cas, il faut, être, à l'écoute des émotions, hein, vécues par les collaborateurs. Vous aurez aussi des signaux d'alerte, en observant la performance parce que, des délais non respectés, une qualité de travail dégradée, une diminution de la productivité, sont à sont à sont des symptômes, pas toujours, mais ça peut être en tout cas des symptômes de ce mal-être et des problèmes relationnels, hein, des conflits. Alors ça peut être une communication, conflictuelle, mais ça peut être aussi une rupture de communication. Quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui, répond, avec davantage d'inertie aux mails, qui ne se présente pas aux réunions, c'est pas RAS quoi, hein. On Comme disait, Paul Václavic: «On ne peut pas ne pas communiquer», donc c'est une façon de communiquer, quelque chose, qui a du sens. Et puis un climat de méfiance, hein, ça se voit parce que vous essayez de prendre la température et les gens ne vous parlent plus. Donc ça, c'est-à-dire que la confiance est rompue avec les directions. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir, hein. Je Aujourd'hui, alors peut-être vous êtes très à l'écoute ou peut-être vous faites autre chose, mais en tout cas, vous êtes très silencieux. Mais bon, vous avez le droit. Donc je continue. Ça me permettra peut-être de tenir mon timing, ce qui est toujours un grand défi pour moi. Alors comment on intervient dans ces situations avec, efficacité? Merci Franck, je me sens un peu moins seule et c'est très intéressant. Bah, parfait. Alors comment j'interviens avec efficacité? Alors il y a plusieurs choses qu'on peut envisager, mais moi je vous ramène à des solutions, qui me semblent les plus pertinentes. Ça va être le coaching individuel, les ateliers collectifs et le coaching collectif.
Heu, alors, avant de vous développer, les objectifs, je vais vous dire un petit peu un mot sur sur ces solutions. Donc, le coaching individuel, son avantage, c'est qu'il va coller à 100 aux besoins de l'individu. Donc aucune perte de temps, heu et puis techniquement, c'est devenu, oui, on est Muriel scotché par les données, bah ouais, et bah, j'y viens sur les conseils. L'executive coaching individuel, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace, parce que, on est, c'est à 100 sur mesure par rapport aux besoins de la personne, à son rythme. Aujourd'hui, en plus, avec la visio, les gens peuvent être, aux 4 coins du monde et continuer leur coaching de façon très, souple. Donc c'est vraiment, une prestation, hyper pertinente. Les ateliers collectifs, ils ont, un avantage, c'est qu'ils vont permettre de travailler tant sur, des points spécifiques comme ceux que je vais développer tout de suite, mais également ils vont permettre de, recréer, du lien, recréer de la confiance, recréer de la cohésion et accélérer les processus de résilience collective, voilà, de rebâtir finalement un esprit, d'équipe quand il a été, hem, abîmé. C'est un peu, et là, effectivement, dans le coaching collectif, c'est aussi un peu, l'objectif. Alors dans le coaching collectif, on est moins dans l'apport de contenu, on est plus en sur-mesure pour aider les gens au fil de l'eau, au fil des difficultés qu'ils rencontrent, à trouver des solutions ensemble. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je proposerais plutôt en phase de crise le coaching collectif avec un intervenant extérieur qui permet aux gens de faire émerger des solutions par rapport aux situations qu'ils sont en train de vivre, alors que les ateliers vont être ultra pertinents en phase de résilience. Ça sera plus clair si je vous parle des objectifs. Alors, là, ce que je vais vous développer avec vous, c'est, finalement, sur quoi il faut agir en réalité. Le leadership personnel. Vous allez dire: «C'est évident». Mais, une équipe où il y a eu, un engagement, où les gens ont été désengagés, où le leader a parfois été un peu décrédibilisé, où lui-même a été en perte de confiance, le fait de l'aider à à développer son leadership personnel, c'est l'aider à une reprise de confiance en soi, à réasseoir une nouvelle dynamique, à refédérer les équipes, à recréer une culture d'équipe, et donc c'est évidemment fondamental. Je vais parler maintenant de l'autoprotection, psychologique. Donc, sérénité, discernement, hein, cœur et tête doivent être protégés. Alors, vous allez dire: «Comment on fait ça?» Mais ce serait très long parce que c'est l'objet de précédents webinaires. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je développe, spécifiquement comment on se protège psychologiquement dans des précédents webinaires. Vous pourrez accéder au replay, sur ma chaîne YouTube. Mais en synthèse, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que pour permettre aux personnes de traverser ces moments difficiles et pour ne pas les revivre d'une façon similaire à l'avenir, c'est-à-dire d'être beaucoup plus blindés, en fait, hein, pour faire face à des situations complexes, eh bien, ce qui est important, c'est d'apprendre à se protéger psychologiquement. Et il y a tout un tas de clés qui permettent, de préserver donc sa sérénité intérieure et son discernement, pour vraiment cloisonner aussi, ne pas amener aussi les difficultés, chez soi, et rester, et bien préserver aussi sa performance.
Alors communiquer efficacement avec les personnalités difficiles et toxiques, gérer les conflits, ben, ça paraît évident que c'est intéressant de s'équiper de savoir-faire, dans les moments difficiles, à ce niveau-là. Si vous voulez, il faut quand même savoir que vous avez beaucoup de formations, assertivité, communication, qui sont très intéressantes, même si on sait très bien que dans des formations, les gens ne retiennent, pas tout, hein, assez peu de choses parce que c'est pas, en sur-mesure par rapport au sujet qui les préoccupe particulièrement. Hem, mais si vous voulez, généralement, ces formations ne couvrent pas, n'offrent pas des, techniques de communication adaptées à des, personnalités, particulièrement, difficiles, voire toxiques. Et j'ai, quasiment jamais vu d'ailleurs, de formation, qui offre, justement les savoir-faire nécessaires, pour adapter sa communication à des personnalités qui pourraient être manipulatrices, paranoïaques, narcissiques, perverses et cetera et mal pour autant dans la vraie vie, on en croise donc et si on ne sait pas les gérer, ça peut faire extrêmement mal. J'ai une question de Franck. Certaines personnes sont d'une véritable mauvaise foi. Est-il possible de communiquer avec elles de façon professionnelle? Alors, bonne question parce que déjà, il y a en première intention, on va, considérer que la mauvaise foi, c'est peut-être, un mécanisme de défense, hein, une façon de se protéger et on va essayer de lever avec des techniques de communication adaptées, de lever cette mauvaise foi en créant, de la confiance, et en ayant une posture d'écoute et d'accueil non jugeante. Donc voilà, il y a des techniques pour ça. Après, si je suis très schématique, si vraiment vous avez des gens qui, dans leur façon d'être, hem, se vont être engoncés finalement dans cette mauvaise foi, après avoir essayé, ce que je viens de décrire en première intention, vous ne pourrez pas, agir là-dessus. Donc il va falloir donner à voir à la personne, les faits qu'on a constatés, les conséquences des faits qu'on a constatés et ce qu'on attend d'elle, de façon très concrète et on va éviter de rentrer dans des débats puisqu'on le sait qu'ils seront stériles. Voilà. Alors là, je la fais très courte, mais votre question c'était: «Est-il possible de communiquer?» Oui, mais est-ce qu'il est possible de les manager efficacement? Oui, mais ce sera évidemment avec d'autres techniques que quelqu'un de bonne foi et ça sera, plus imprévisible et probablement, moins efficace. Mais il y a tellement de cas qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler sur des cas, spécifiques. Alors je sais pas si je vous ai bien répondu, Franck, vous me direz si j'ai bien répondu à votre question. J'ai un autre objectif qui va être très, très important, c'est de travailler sur la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de stable dans la vie. C'est quelque chose qui évolue, au gré des événements et surtout, pas au gré d'événements, au gré de la façon dont on les a abordés, dans la façon dont on a su les gérer, dans la façon dont on va les interpréter et cetera. Mais en tout cas, on peut abîmer sa confiance en soi à tout âge, à tout âge, et on peut la restaurer également à tout âge, hein. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour et généralement, quand on traverse des moments difficiles, il y a un impact plus ou moins important sur la confiance en soi. En tout cas, chez l'individu sain, les gens, «normaux» entre guillemets, hein, la personne, lambda comme vous et moi, enfin la personne saine d'esprit, elle aura forcément un petit impact,
qui peut être minime, mais enfin, qui peut être important, sur la confiance en soi. Donc ça peut être très pertinent de le travailler, vu que la confiance en soi est, en tout cas de mon point de vue, la soft skill, sous-jacente à quasiment toutes les autres. Donc, ça veut dire si vous avez pas ça, vous avez pas le reste, hein. Vous avez pas le leadership, vous avez pas les qualités relationnelles, vous avez pas le charisme, vous avez pas l'aisance relationnelle, vous avez pas l'assertivité, heu, vous avez pas l'écoute, vous avez rien de tout ça, hein. Donc, c'est quand même le prérequis, la confiance en soi, à être dans une performance optimale sur les autres soft skills. Cultiver sa résilience, ça va de soi, la résilience, on a une résilience naturelle, qui peut se passer plus ou moins bien, hein. On peut garder des traumas, des stigmates d'expériences difficiles, mais on peut aussi en faire, une opportunité de croissance personnelle, et c'est bien l'idée, du travail sur la résilience. Donc voilà, sur les objectifs principaux sur lesquels, en tout cas moi je travaille et sur lesquels je pense qu'il faut travailler, pour accompagner les leaders dans des situations, dites sensibles. Je vais vous présenter maintenant un cas client. Hem, à l'instar, je dirais, de Franck, hein, n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Donc je vais vous décrire un cas client qui illustre, donc c'est une intervention que j'ai menée et qui illustre comment on a pu, anticiper, gérer avec, une forte efficacité et une vraie satisfaction, une situation, qui était, vraiment sensible, voire plus que sensible. Alors je vous présente, le la situation, on a, ma cliente qui s'appelle, alors évidemment, j'ai changé les prénoms. Ma cliente qui s'appelle Laurence, et qui est directrice du talent management. On était, dans une entreprise, une grande entreprise, de service public. Nathalie, directrice de projet, a signalé des comportements problématiques de la part de l'un de ses managers qui s'appelle Eric. Eric, donc le manager, est décrit comme rigide, colérique, manquant d'écoute, tatillonne et contrôlante. Et les 5 membres de l'équipe, d'Eric montrent des symptômes de souffrance psychologique. Donc, bien sûr, l'objectif de la prestation, c'est de permettre à l'ensemble, des personnes de retrouver bien-être et efficacité. Alors pardon, il y a du bruit et j'espère qu'il vous dérange pas trop parce que j'ai des travaux, sur le toit. Donc, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Alors la prestation, elle s'est déroulée en plusieurs étapes. La première étape, ça a été une étape, d'investigation. Ce que j'appelle l'investigation soft, hein. On fait pas des entretiens à rallonge, on n'étale pas la démarche sur des mois. Il faut faire quelque chose de rapide, et d'élégant, c'est-à-dire juste ce qu'il faut. Ça, j'y insiste beaucoup parce que parfois j'entends on partage avec moi des actions de prévention de risques, psychosociaux qui ont été menées par certains cabinets et qui ont fait plus de mal qu'autre chose, et ça, il faut faire très attention. Faut pas arriver avec ses gros sabots et donner et créer un climat de défiance et d'enquête de police parce que c'est inadapté, alors peut-être que dans certains cas, c'est parfaitement adapté de par la gravité des faits, qui sont reprochés. Mais en tout cas, dans le cadre, des prestations, enfin des situations, dans la majeure partie des cas, je pense que ça ne se justifie pas de sortir l'artillerie lourde tout de suite. Je sais pas si les RH parmi vous sont d'accord avec moi, mais peut-être pour ceux qui ont fait l'expérience, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. En tout cas, moi, la phase d'investigation, j'ai proposé de la mener de la façon suivante. Laurence, la RH, donc, et moi-même, nous sommes entretenus d'abord avec les N-1, puis avec Nathalie et enfin avec Eric. L'idée étant de pouvoir aussi
écouter Eric et le faire réagir à des verbatim que nous avions pu compiler et en première intention, dans une approche tout à fait respectueuse et bienveillante. L'idée, c'est pas d'inviter les gens à se justifier, c'est déjà, chacun va expliquer son ressenti et chacun va expliquer comment il a réagi et pourquoi. Et voilà, il ne s'agit pas d'être dans le jugement. Le diagnostic a été le suivant. Eric adopte effectivement des comportements type personnalité perfectionniste et inappropriée. Nathalie, effectivement, manquait d'affirmation de soi. Donc, elle n'a pas su peut-être s'affirmer dans son management avec Eric pour lui le cadrer, entre guillemets. Et du coup, c'est les N-1 qu'on trinquait, je dirais, et qui effectivement montrent des signes de stress et de démotivation tout à fait avérés. Alors, la phase d'investigation étant terminée, on a proposé des interventions en sur-mesure pour chaque population. D'abord, le manager. Le manager, l'objectif, ça a été de l'aider à lâcher prise et à gérer ses émotions, lâcher prise sur le perfectionnisme, gérer ses émotions, parce que c'est le stress qui induit les comportements les plus préjudiciables dans la relation. L'idée, c'était aussi de l'aider à développer une écoute active, ce qui est quelque chose qui était très compliqué pour lui. Et puis, il a été... comment dirais-je, Eric et sa RH ont été d'accord pour envisager une mobilité vers un poste sans management hiérarchique. Mais l'idée, c'était quand même d'aider Eric à instaurer des relations plus constructives avec ses collègues et donc de pointer les objectifs que je viens d'évoquer, de l'accompagner sur les objectifs que je viens d'évoquer. L'intervention que j'ai proposée était une formation individuelle en 6 modules d'1h30 chacun, répartis sur 2 mois, et également lean placement. Alors, vous allez me dire pourquoi pas un coaching, pourquoi pas une formation collective, etc. Pourquoi pas un coaching? Parce que du fait de la personnalité d'Eric, j'ai considéré que le coaching allait être inapproprié. Il a toujours, je pense, c'est le cas des personnalités qu'on peut qualifier de difficiles, une personnalité très rigide, peu souple, peu encline à une capacité d'adaptation importante. Donc, il faut pas la peine de mettre un énorme budget de coaching sur quelqu'un qui va pas profiter pleinement de cet accompagnement-là, alors que lui donner des tips, des conseils opérationnels, faire des petites sessions de simulation, etc., peut lui permettre d'acquérir des savoir-faire relationnels. Donc, on reste au niveau du comportement, si vous voulez, en termes d'apprentissage. Et là, il n'était pas contre avoir des conseils concrets qui lui permettraient d'être déjà lui-même aussi plus efficace dans ses relations avec ses collègues, si vous voulez. Mais il n'était pas dans son fonctionnement intrinsèque disposé à être dans une remise en question plus importante que ça. Donc, c'est pas la peine d'aller proposer des coachings longs et coûteux dans ce cas de figure. Il vaut mieux intervenir juste, mais efficace. Lean placement, c'est donc le repositionnement en interne, qui est un sujet sur lequel moi j'interviens, une prestation sur laquelle j'interviens depuis 17 ans également. Alors, de nets progrès ont été constatés. Eric a totalement adhéré, donc, comme je l'évoquais, au projet d'une mobilité vers de nouvelles fonctions sans management d'équipe. Et donc, il est reparti avec une petite boîte à outils aidante pour être efficace. Donc, vous voyez, là, on est sur une approche qui est non jugeante, qui est, on va mettre la personne sur un périmètre
qui, va davantage capitaliser sur ses talents de rigueur et de perfectionnisme, qui va pas attendre de lui, ce pourquoi il n'est pas prédisposé et qui va, lui donner quand même un certain nombre de compétences qui lui permettront de gagner en aisance et en efficacité, à l'avenir. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je continue. Nathalie. Alors l'objectif pour Nathalie, bah, c'était de muscler son affirmation de soi parce qu'elle a aussi bien souffert de cette situation, hein, voyant que la situation lui échappait totalement. Donc là, j'ai proposé du coaching parce qu'elle était, complètement, open à l'idée de travailler sur des couches, je dirais, plus profondes, hein, au niveau de sa posture, au niveau de ses convictions, au niveau de ses, savoir-faire relationnel, son assertivité, là, on a pu travailler de plus en profondeur, et donc elle se sent, dorénavant, bien plus à l'aise donc pour dire les choses, pour asseoir, son autorité, elle a gagné en assurance, elle a pris conscience aussi de la part de responsabilité qui avait été la sienne dans la dégradation de cette situation. Et puis, elle a appris à comment gérer ce type de problématique avec plus d'efficacité à l'avenir. Voilà pour Nathalie. Et pour les membres de l'équipe, là, l'objectif, c'était de leur livrer une boîte à outils, j'ai envie de dire self-défense, c'est-à-dire une boîte à outils pour apprendre à se protéger psychologiquement dans les relations de travail. Alors vous allez dire, rétrospectivement, c'est peut-être un peu tard. En réalité, non, parce que quand vous transmettez ces savoir-faire, ces compétences aux personnes, d'une part, elles peuvent reprendre confiance en elles ont moins peur que la situation se reproduise et elles se sentent plus équipées à la vivre si elle devait se reproduire. Donc ça, c'est une première chose un peu évidente. Mais il faut savoir également que ça, quand vous décrivez aux gens la posture, le mindset, les compétences relationnelles qui permettent de se protéger psychologiquement dans ces situations-là, ils comprennent les erreurs qu'ils ont faites, ils comprennent comment ils n'ont pas su peut-être poser des limites, quels sont les comportements et les postures qu'ils ont eus et qui finalement étaient à leurs dépens et c'est aussi très riche d'enseignements. Le deuxième objectif était d'être acteur de sa résilience, c'est-à-dire comment moi je prends en main maintenant le fait que je vais rebondir, que je vais plutôt que de me sentir victime et garder les stigmates et les traumas de cette expérience, comment j'en ressors plus fort. Et ça, on peut aider les gens à ça et c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, j'ai proposé et animé 5 ateliers de 2 heures chacun qui ont été répartis sur 3 mois. Donc les résultats ont été les suivants. Les membres de l'équipe ont développé une résilience accélérée, ont appris à protéger leur santé mentale, et ces ateliers ont également permis de rebâtir, comme je vous le décrivais tout à l'heure, un esprit d'équipe, de conforter la solidarité, de renforcer la solidarité, de redonner du sens à leur engagement. Donc vous voyez, l'idée, c'est d'un accompagnement à 360 degrés sur l'ensemble des acteurs, avec des prestations calibrées, chirurgicales, qui correspondent vraiment aux besoins des personnes, mais également à ce sur quoi elles sont, ce pourquoi elles sont clientes. C'est pas la peine de donner à quelqu'un quelque chose pour lequel il n'est pas client, puisque vous allez jeter votre argent par la fenêtre et ça va pas vous renforcer dans votre crédibilité en tant que dirigeant ou manager. Donc je vais rappeler à ceux et celles qui parmi vous sont RH ou dirigeants en responsabilité sur ces situations-là. Si vous souhaitez discuter avec moi d'une situation que vous rencontrez et avoir mon regard et
on discute ensemble de pistes de solutions, je serais ravie. J'en serais ravie. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton orange qui est situé en haut du diaporama. Il vous amènera directement sur mon agenda où vous pourrez réserver un créneau de 30 minutes. Je sais pas si vous voyez le timing, mais là, je suis quand même pas peu fière de moi. Il est 13h45. Et pour ce qui est des informations que je souhaitais vous communiquer, je les ai communiquées. Donc, j'ai pu garder le timing. Je suis contente de moi. C'est important de se faire de l'autofeedback positif, hein, aussi pour se protéger psychologiquement, je vous le dis. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je vois, Franck, nous avons une situation similaire en interne. J'ai pris rendez-vous pour en discuter avec vous. Merci pour ce webinaire très clair. Merci Franck pour votre confiance et je me réjouis de pouvoir vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme je vous l'ai dit, hein, normalement le webinaire se termine à 13h45, mais là, si vous avez des questions, je peux aussi prendre le temps d'y répondre. Christelle, merci beaucoup. Merci Christelle. Merci Chloé d'avoir ce cas concret. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est très important vos retours pour moi. Parce que vous imaginez bien qu'animer un webinaire comme ça, c'est un peu bizarre vu que je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas. Donc, j'ai vraiment beaucoup besoin de vos retours écrits pour m'améliorer, pour proposer des contenus pertinents et intéressants. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois que personne n'est en train d'écrire, donc peut-être il n'y a pas d'autres questions. Bien écoutez, dans ce cas de figure, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et puis au plaisir de faire plus ample connaissance peut-être dans les prochains jours avec certains d'entre vous. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir.